chez les internes en médecine, hein, tu as un suicide tous les 18 jours. Il y a la pression aussi de l'échec thérapeutique. Hein. Si tu es jeune, tu n'as pas d'expérience et tu fais une bêtise qui n'est pas, qui est liée à ton inexpérience, tout simplement, tu ne sais pas. Et que la personne meurt devant toi ou en sortant de l'hôpital. C'est très très dur, et quand tu sais que tu manques de sommeil, que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, et qu'en fait il faut que tu restes réveillé, et qu'il y a tout le temps ce danger qui est là, il y a des gens qui craquent, et puis surtout quand ils sont maltraités aussi par leur hiérarchie. Hein. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec le docteur Isabelle Lani, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Elle est l'auteure du livre « La pensée médicale en action pour une pratique de la médecine humaniste universelle » aux éditions Résurgence. Elle défend la médecine comme un art humaniste face à la menace transhumaniste qui nous guette, et elle nous livrera ses 40 années d'expérience clinique pour développer son propos dans cet entretien. Mais avant cela, je vous invite à nous soutenir. Nexus est un média indépendant, disponible en kiosque et sans publicité. Vous pouvez le retrouver dans toutes les maisons de presse et sur nexus.fr. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Merci de me retrouver pour cet entretien au sein de la rédaction de Nexus. Merci bien. On s'était vu sur le plateau de GPTV le 14 avril. Pour un entretien où tu avais été invité, et j'avais été en plateau aussi pour parler des menaces de cette médecine moderne, standardisée, automatisée, qui commence à approcher le monde transhumaniste, et que toi tu combats, et tu combats fièrement à travers cet ouvrage aussi, et tes 40 ans de pratique médicale. Alors déjà, je voulais savoir pour toi, parce que tu es une des dernières, je pense, médecin libre, ce qui n'a pas beaucoup, hein, on l'a vu pendant la crise Covid. Qu'est-ce qui t'alerte dans le monde actuel au niveau médical ? La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est justement parce que je constate à l'occasion de cette crise sanitaire que la médecine est attaquée. Donc je l'ai vu attaquée en France à travers des décrets. On empêche des médecins de recevoir des gens dans leur cabinet, on les empêche de soigner les gens, on les empêche de les surveiller, on les empêche de les réconforter. Et il y a tout un système dont on parlera peut-être tout à l'heure qui finalement entrave quelque chose qui est primordial à mon avis pour toutes les actions médicales, c'est la pensée médicale. La pensée médicale, c'est le titre du livre. Alors, pour certaines personnes, c'est un peu quelque chose de mystérieux, mais en réalité, c'est ce cheminement intellectuel que tout médecin, finalement, et c'est pour ça que je pense que c'est universel, tout médecin a ce cheminement intellectuel qui est relativement universel et qui l'aide comme un enquêteur à faire un diagnostic, par exemple, ou bien en suivant les valeurs de la médecine hippocratique, qui l'aident à comprendre comment imaginer au mieux comment on peut soigner quelqu'un, comment on peut soulager une douleur, par exemple, comment on peut réconforter quelqu'un, comment on peut le faire disparaître ses symptômes, sa maladie. Et donc, ce cheminement intellectuel, on n'en parle jamais. Et d'ailleurs, pendant la crise sanitaire, aussi bien les médias que les médecins de plateau se répandaient en disant c'est scientifique, c'est pas scientifique. Sauf que en réalité, la médecine, celle qu'on pratique depuis plus de 2000 ans, la médecine hippocratique, c'est une médecine qui est basée sur l'observation, sur la relation humaine, et donc qui s'appuie sur des sciences, bien entendu, puisqu'elles ont énormément progressé, que ce soit la chimie, la physique, la biologie. Mais en réalité, elle n'est pas une science, la médecine, c'est une pratique. Donc, quand on est en face de son patient dans son cabinet, on n'est pas en train de faire une recherche bibliographique, on n'est pas en train de critiquer tel ou tel article scientifique, on n'est sûrement pas en train de manipuler des rats ou de leur couper la tête et de prélever leur sang. Hein. Donc, on est vraiment face à une personne. Et cette personne, elle vous donne un défi, c'est-à-dire qu'immédiatement, il faut comprendre pourquoi elle est là,
il faut pouvoir la réconforter. Et il faut trouver quelque chose pour... faut comprendre ce qui lui arrive déjà comme problème. Et il faut trouver des solutions. Et c'est pas dans 5 ans, c'est tout de suite. Et ça, c'est pas de la science, c'est une pratique. Alors, où est-ce que tu as pris cette pratique? Parce qu'on le voit aujourd'hui que c'est de moins en moins le cas. Déjà, les médecins, ils ont 5 minutes par patient pour essayer de rentrer dans leurs frais. Hein. Ils sont payés au lance-pierre, donc ils essaient de rentabiliser leurs 15 ans d'études. Et à côté, on voit depuis la crise sanitaire que tout est standardisé, industrialisé. Toi, où est-ce que tu as appris cette façon d'exercer la médecine? De toute façon, je veux dire, à partir du moment où on aime son métier, à partir du moment où on a compris ce que c'est que d'être en empathie avec quelqu'un et d'avoir envie de soigner quelqu'un, d'avoir envie de le soulager, et ça a commencé quand j'étais étudiante en médecine à l'hôpital. À partir du moment où tu expérimentes ça et que tu es dans la pratique, alors étudiante, c'est le début bien sûr, mais après, il se trouve que moi je ne suis pas devenue médecin de soins, je suis devenue médecin du travail. J'ai été confrontée très tôt aussi au cadencement des visites qui était imposé puisque j'étais salariée à cette époque, hein, et je le suis restée d'ailleurs. C'est-à-dire que tu prenais combien de patients par jour à l'époque? Quand j'étais embauchée dans un service de santé au travail, c'était toutes les 20 minutes. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite, mais pour moi, dans ma pratique, il s'agissait de reconstituer l'histoire professionnelle des gens, quand je ne la connaissais pas, leur histoire médicale, de faire d'écrire leur situation de travail, de voir s'il y avait des dangers immédiats, de les conseiller. Donc c'était énorme. 20 minutes, c'était pas grand-chose pour une première rencontre. Hein. Donc petit à petit, alors ça c'était l'obligation, ça a duré une dizaine d'années comme ça. Et après, quand j'ai changé de pratique parce que j'ai fait de la médecine du travail dans le secteur public, et là j'ai eu la possibilité de voir les gens plus longtemps. D'abord une demi-heure pendant des années. Et quand je suis devenue chef de service de santé au travail dans une université, j'étais moi la chef, j'ai décidé que ça serait 1 heure par personne pour tous les gens que je connaissais pas. Oui. Et donc ça, c'était un travail intelligent, c'est un travail intéressant, c'est-à-dire que tu comprends vraiment d'où vient la personne, tu plantes le décor, tu l'examines et tu essayes de comprendre ce qui se passe. Bon, des médecins du travail qui examinent les gens, il n'y en a pas des masses, hein, mais moi je le faisais, donc ça a beaucoup d'avantages, j'en parle dans le livre. Déjà, ça crée une relation de confiance. Et même des gens qui arrivent agressifs ou anxieux, souvent par anxiété d'ailleurs, dans un cabinet médical, le simple fait de les examiner d'une manière très, sympathique, en fait, ça les détend. Et je veux dire, les gens, ils se livrent beaucoup plus après, ils commencent à parler. Donc la relation que tu crées même physiquement par ta présence, par le fait de poser ta main sur le corps de l'autre, crée une situation favorable pour avoir un échange avec cette personne et comprendre ce qui lui arrive. C'est important tous ces gestes, toute cette attention qui est donnée par le patient, par le médecin au patient. Ben oui, parce qu'en fait, tu te nourris de plein d'informations quand tu regardes un malade ou un patient ou un travailleur, puisque moi, c'était pas forcément des malades, mais tu vois sa gestuelle, par exemple, à sa manière de se... Et je décris, par exemple, dans le livre, que j'avais appris avec l'expérience à reconnaître de loin quelqu'un qui a une psychose, par exemple. Par exemple, je me souviens de ce monsieur qui était très, très massif, hein, très obèse comme ça, qui était posé mais d'un bloc sur une chaise de salle d'attente. Je le voyais de loin dans la pénombre et j'ai compris tout de suite que ce monsieur était psychotique. Enfin, je l'ai senti. Voilà. Et quand il est venu dans mon cabinet, il était extrêmement fixe, si tu veux. Et je lui ai rapidement demandé s'il prenait des médicaments psychotropes et il m'a dit oui. Donc j'ai deviné en fonction du type de médicament qu'il prenait qu'il avait une psychose. Bon. Et finalement, tout le travail dans cet échange que j'ai eu avec lui, c'était de comprendre que ce monsieur-là, il n'était pas en état de travailler en fait. Il était en phase de décompensation. C'est quoi la décompensation? Alors décompensation, compenser, ça veut dire équilibrer. Hein. D'accord. Quand tu es en décompensation au niveau de la santé, ça veut dire que tu n'es plus en équilibre. Et donc, des symptômes apparaissent. Alors, ça peut être des symptômes physiques,
Tu décompenses une maladie physique, ou ça peut être des symptômes psychiques. Donc quand on dit qu'une psychose est décompensée ou est en phase de décompensation, ça veut dire que la personne elle a des symptômes psychotiques qui peuvent être hallucinations, il entend des voix, il voit des choses bizarres, ou bien il a une angoisse terrible, des sensations que nous on ne connaît pas, mais qui sont voilà. Donc tous ces éléments qu'on capte en fait pendant cette consultation, il faut du temps pour le capter. C'est pas en 5 minutes. Et aujourd'hui, la sécurité sociale, j'en parle aussi dans mon livre, elle entrave la pensée médicale parce que, parce que elle impose aux médecins de prendre un nombre de patients comme médecin traitant qui n'est pas raisonnable, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc ça veut dire que les gens, même s'ils ne sont pas intéressés par l'argent, ils sont amenés à cadencer leur visite et à voir les gens que 10 minutes. Mais en 10 minutes, en fait, tu ne peux pas faire marcher la pensée médicale, tu ne peux pas observer la personne, tu ne peux pas accueillir sa parole spontanée. Tu es tout le temps en train de le questionner et en train de le forcer à aller dans un chemin qui n'est pas forcément celui vers lequel il irait spontanément. Et puis, les gens, pour qu'ils aient envie de parler, qu'ils se livrent au médecin, il faut qu'ils soient dans une situation où l'autre, il est en attente, où il attend ta réponse, où il établit une relation avec toi d'échange réel. Il n'a pas son idée toute faite et il ne va pas te cataloguer, te mettre une étiquette simplement, tu vois. Donc ça, la sécurité sociale, elle a imposé des choses aux médecins. Elle impose aussi d'autres dans le contrat qu'elle fait signer aux médecins de soins, auquel la plupart des médecins de soins ont souscrit, en échange d'avoir un supplément de revenus, puisque la sécurité sociale, si le médecin signe ce contrat, verse environ 8 000 € par an aux médecins. Et si le médecin ne coche pas toutes les cases qui conviennent à la sécurité sociale, elle enlève de l'argent. Par exemple, si le médecin prescrit à leur goût trop d'arrêts de travail ou des arrêts de travail trop longs, à leur goût, ça peut être plus de 3 jours. Donc c'est totalement subjectif, c'est leur critère à eux. C'est la sécurité sociale qui veut faire soi-disant des économies. Et elle peut retirer à court terme ce bonus. En fait, il y a un bonus-malus. Elle retire, c'est ça, elle retire de l'argent. Et donc, pareil pour la prescription d'examens complémentaires, pour la prescription de certains médicaments. Et donc, le médecin n'est plus indépendant, contrairement à ce qui est noté dans le code de déontologie médicale, qui est un code qui est quand même codifié dans le code de santé publique. Il n'y a pas de respect de ça. Voilà. C'est pour ça que parfois, quand on demande à un médecin tel ou tel examen complémentaire, il y en a certains qui sont un peu réticents. Donc on imagine qu'eux réfléchissent en termes de « j'ai peut-être trop prescrit cette année ». Mais bien sûr, mais c'est ça. Ce patient, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Et notamment en termes d'arrêt maladie, c'est de pire en pire. Par exemple, des gens m'ont expliqué, puisque j'ai une nouvelle activité là qui s'appelle, je ne sais pas où je la montre. Là, tu peux montrer à la caméra. Voilà. C'est une activité de conseil individuel en santé au travail, puisque j'ai arrêté la médecine. Je continue à prescrire pour ma famille, mais au niveau pas avec. Mais je continue à donner des conseils à des travailleurs. D'accord. Pour soit des gens qui sont en souffrance au travail, soit des gens qui sont en arrêt maladie et qui ne savent pas comment préserver leurs revenus, parce que les salaires baissent au fur et à mesure qu'on est en arrêt maladie. Donc, je leur fais connaître leurs droits, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Ou bien éventuellement aux travailleurs indépendants qui n'ont pas de médecin du travail, puisqu'il n'y a pas de réglementation pour eux. Oui, d'ailleurs, la médecine du travail aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus. Alors, elle est réduite à peau de chagrin. Et j'ai avec le temps, puisque déjà le Code du travail a été décharné depuis les années 2010 à peu près. Et puis après, avec Macron, de pire en pire. Le Code du travail a été vraiment détricoté, alors qu'il était quand même relativement simple pour les salariés et favorable aux salariés. Donc là, actuellement, il n'y a presque plus de visites de médecine du travail. Avant, elles étaient pratiquement annuelles, puis après, ça s'est un petit peu espacé, et puis maintenant, c'est vraiment, ça n'a plus de sens. On ne peut plus faire de prévention réelle. C'est-à-dire qu'avant, la médecine du travail, ça servait à analyser la situation de travail, à comprendre quel risque on a de dégrader sa santé au travail, et à donner des conseils à la personne ou à son employeur, ou les deux,
pour éviter que la personne se retrouve à aggraver son état de santé ou à avoir des accidents ou des maladies qui étaient dues au travail. On ne peut plus anticiper, en fait, parce qu'il n'y a plus ces visites-là. Donc aujourd'hui, le médecin du travail, il est cantonné à un rôle soit d'éponger les larmes, dans le meilleur des cas, s'il est empathique, ou sinon à orienter vers la sortie, soit l'inaptitude, soit rien, quoi. C'est ça, le problème, c'est plutôt quelqu'un qui va orienter après le médecin du travail, à moins qu'il use vraiment de son pouvoir, par exemple, de mettre une inaptitude à tout poste de l'entreprise, qui peut être importante et quand elle est réclamée par la personne qui veut partir, mais qui ne veut pas perdre tous ses droits. Parce que quelqu'un qui souffre dans une entreprise, par exemple, et qui veut absolument, qui peut plus remettre les pieds dedans, s'il abandonne son poste ou s'il démissionne, il perd tous ses droits au chômage. Tandis que le médecin, le médecin du travail, il a encore la capacité de mettre la personne inapte à tous les postes de l'entreprise. Et ça permet à la personne, bien sûr qu'il faut qu'elle le souhaite, d'être inapte, d'être licenciée pour inaptitude médicale, et ensuite de pouvoir retrouver du travail ailleurs et de toucher le chômage. Voilà. Ouais, donc c'est quand même assez fondamental et central. Et j'imagine dans les grosses structures, dans les grosses sociétés, l'intérêt que ça peut avoir avec les problèmes de cadence, les problèmes de pression au travail, les problèmes peut-être de pénibilité, de stress, etc. Oui, dans les grosses entreprises, la problématique qui s'est développée depuis les années 2000, moi je l'ai bien vu, c'était à partir de 2003-2004, ça a été une explosion de souffrance au travail. Et ça, en lien avec des nouvelles méthodes de management qui sont délétères. C'est celle qui a mis à l'époque France Télécom un peu en lumière avec tous les suicides qu'il y avait eu. Il y avait France Télécom, il y avait Renault, mais il y en a eu plein d'autres. Il y avait Carglass aussi. Bon, toutes ces entreprises-là, en fait, elles ont acquis, elles ont même fait faire des formations à leurs cadres pour faire souffrir les gens. Ah, pour qu'ils partent. Eh ben oui, bien sûr. Oui. Okay. Donc moi je l'ai vécu avec Carglass, avec Attac, avec Norisco, avec Orange, puisque j'étais aussi médecin d'une plateforme Orange pour une partie de mon activité. Donc j'ai vu comment les choses se sont installées et en l'espace pour te donner un chiffre, en l'espace d'une année entre 2003 et 2004, en 2003 j'avais mis 3 personnes inaptes à tout poste de l'entreprise sur 2700 personnes. 3 sur 2700 dans mon... C'est pas beaucoup. Non. En 2004, 28. Donc 14 pour des raisons psychologiques, de souffrance au travail. Ouais, ça fait une grosse... Alors moi, j'étais très entreprenante, je réagissais vite, alors que d'autres médecins du travail sont un petit peu plus lents, ou bien s'abstiennent, ou font, mais moins. Bon, il se trouve que dans mon service, à l'époque, c'était un gros service de santé au travail, où il y avait 350 médecins. Le nombre d'inaptitudes à tout poste, il a été multiplié par 3 en un an, sur l'ensemble des médecins. Ouais, okay. Moi, je l'avais multiplié par 10, je ne sais plus, donc 7, mais eux, c'était par 3 pour l'ensemble des médecins du travail de cette structure qui était interentreprise, donc qui s'occupait de je ne sais plus combien d'entreprises, qui suivait presque 1 million de salariés en Île-de-France. Ouais, donc c'est assez révélateur de cette période quand même. C'est la période où ça a explosé, voilà. Et en même temps, l'ordre des médecins était instrumentalisé par ces grosses entreprises pour intimider les médecins du travail, pour les empêcher de prononcer ces inaptitudes. En faisant quoi, par exemple ? En les attaquant. Alors, moi, par exemple, j'étais une des premières attaquées, donc une lettre d'une grosse entreprise à mon service de santé au travail, pour dire que, je sais pas, ils inventent des... Après, c'est le directeur médical qui avait inventé des fautes de déontologie médicale pour ensuite faire une lettre, une synthèse, et l'envoyer à l'ordre des médecins pour préparer une plainte contre moi. Ah oui. Et moi, j'étais une des premières en 2003, 2004. Mais après, aujourd'hui, chaque année, il y a environ une centaine de médecins du travail qui sont menacés par l'ordre des médecins. Ouais, donc c'est ce qu'on a vu, cette histoire de menaces, de pression pendant la crise sanitaire sur les médecins qui prescrivaient, sur les médecins de soins. Voilà. Mais en fait, on voit que ça datait déjà d'avant. Voilà, mais c'était pas les mêmes qui instrumentalisaient. Avant, depuis 2000, depuis 20 ans, c'est des grosses entreprises en général. Mais là, c'est l'État maintenant, c'est le gouvernement. Parce qu'il a une... et donc ça, c'est une des parties, j'en parle dans mon livre aussi, c'est une des manières d'empêcher la pensée médicale,
c'est de faire passer des décrets, des lois qui intimident les médecins, qui leur font peur, qui les empêchent de traiter, qui les empêchent de communiquer entre eux, qui leur préparent aussi une évaluation tous les 6 ans de compétences c'est-à-dire que Olivier Véran et je ne sais plus qui était le Premier ministre à l'époque ont signé un décret prévoyant la création au sein du ministère de la Santé d'une instance qui va évaluer tous les 6 ans les médecins sur leurs compétences pendant toute leur carrière. Comment on évalue un médecin tous les 6 ans ? Justement, le problème c'est que c'est pas une instance. D'abord, c'est même pas sur les connaissances parce que c'est pas l'université. Oui. C'est pas des pairs, c'est pas des pairs et de toute façon il y a. C'est quoi ? C'est sur le nombre de prescriptions qu'ils ont passées. Je ne sais pas, mais je ne sais même pas si ça a été mis en place réellement parce que j'en vois pas trop la manière de faire. Surtout que plus un médecin est ancien, plus il acquiert de l'expérience et plus on peut imaginer que s'il n'est pas malade, fou psychologiquement, je veux dire, il ne fait que son travail, il a des compétences qui augmentent, quoi. Bien sûr. Donc, si tu veux, à mon avis, moi, je le vois comme un moyen d'intimidation, un moyen de pression pour que les médecins ils restent au garde à vous. Mais c'est ce que tu dis dans ton ouvrage, ça s'appelle cette médecine réflexe. Alors, la médecine réflexe, c'est autre chose. Je dis, c'est, par exemple, quand on est étudiant, on ne peut pas tout comprendre et tout apprendre d'un coup. Et il y a toujours un écart entre la théorie, ce qu'on apprend, et la réalité qu'on découvre avec l'expérience sur le terrain. C'est beaucoup plus variable, en fait, dans la pratique. En médecine, on apprend en études, pendant qu'on fait nos études, on apprend une liste de symptômes, par exemple, on dit que c'est ça qui définit une maladie. Bon, mais en réalité, c'est beaucoup plus variable que ça, et donc c'est ce qu'on découvre après avec la pratique. Alors la médecine réflexe, c'est un peu une illusion, c'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend quand on veut passer le concours de l'internat, devant tel symptôme, il faut penser à tel diagnostic et il faut faire tel examen complémentaire, etc. Ça, c'est la médecine réflexe. C'est mais bon, très standardisé. Un ordinateur pourrait faire aussi bien que nous. C'est ça le risque. Voilà. Sauf que dans la réalité est beaucoup plus riche et on a besoin on découvre que la variabilité des symptômes dans les maladies est beaucoup plus grande que ce qu'on a appris. Et puis en plus de ça, que la maladie et l'être humain, c'est quelqu'un qui évolue au cours du temps. Donc on ne peut pas dire une maladie, c'est ça, à un moment donné, un instantané. En fait, au fur et à mesure que le temps passe, on voit apparaître des choses, on voit disparaître des choses. Et donc cette dimension dynamique, en fait, elle est aussi très importante dans l'expérience pour comprendre ce qui se passe. Donc la médecine réflexe, moi, je la vois plutôt comme quelque chose de non réel, mais on pourrait imaginer effectivement qu'un ordinateur, une intelligence artificielle, puisse délivrer une solution, un diagnostic ou un traitement, si réellement la médecine c'était aussi simple. Oui, c'est ça le risque. Et d'ailleurs, on va en parler plus en détail dans la suite de l'entretien, puisque c'est un gros point de tes... du livre et de ce que tu perçois comme un risque, cette médicalisation transhumaniste, standardisée qui pointe le bout de son nez. Alors moi je dirais pas transhumaniste parce que le transhumanisme, d'abord j'y connais pas grand chose, mais c'est plutôt le fait par exemple d'introduire des choses dans le cerveau des gens et de changer l'être humain, quoi, ou de le rendre OGM. De l'augmenter. Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a la médecine ouais. avec l'intelligence artificielle qui n'est pas forcément transhumaniste, mais bon, qui nous prépare à ça. Mais c'est vrai qu'on le voit avec ces télécabines. Je sais pas si tu as déjà vu dans les pharmacies ou même dans certains supermarchés, ils mettent des télécabines de consultation médicales. Oui. Il y a un médecin qui est à l'autre bout de l'écran, parce que c'est en visio maintenant. Donc le patient, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des outils, des stéthoscopes. Alors je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler. Et puis dans l'émission de Géopolitique Profonde du 14 avril, tu montrais une carte de différentes cabines qui étaient installées. Donc... qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense pas grand-chose parce que de toute façon, d'abord, j'ai pas vu, j'ai pas expérimenté. Je me dis qu'évidemment, pour quelqu'un qui a zéro médecin, pourquoi pas ? Surtout s'il y a un médecin en chair et en os qui est quand même derrière
en communication, quoi. C'est une sorte de consultation à distance, hein, avec des stéthoscopes, avec des outils. C'est pourquoi pas, mais ça ne remplace pas la relation avec le médecin, sa présence physique, parce que moi je l'ai bien expérimenté que le fait d'être, même pour moi qui étais médecin du travail, le fait d'être présent physiquement, ça a un impact sur l'autre. Est-ce que c'est parce que c'est la présence humaine qui rassure? Est-ce que ça donne un effet placebo? Est-ce que c'est la qualité de la relation qui va peut-être apaiser le patient? Qu'est-ce que ça apporte, le contact humain direct? Alors, c'est un peu mystérieux, c'est un peu tout ce que tu dis, hein. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors bon, ça on l'utilise plutôt pour un médicament, hein. Mais disons pour la présence, je veux dire, on est tous sensibles à la présence physique de l'autre. Bien que, alors ça peut être visuel, son apparence, ça peut être sa manière de son visage, comment son visage s'anime, ça va être aussi la manière dont il bouge, est-ce qu'on le sent agressif ou au contraire calme, hein, et puis il y a des choses que, je veux dire, j'imagine qu'on découvre petit à petit, qu'on peut même pas cerner. Est-ce que, je sais pas, on irradie quelque chose, j'en sais rien, hein, des choses comme ça, que peut-être plus tard on connaîtra mieux, on pourra le mesurer peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que la relation, elle est énorme. C'est ça, à mon avis, qui fait que la personne qui va sortir de ton cabinet, il va peut-être aller mieux, rien que par cet échange physique et psychique, enfin cet échange qu'il y aura eu entre les deux. C'est énorme. C'est peut-être ce qui... Parce que, tu l'as déjà constaté, toi, avec moi, je l'ai constaté, d'autant plus que ce que je disais l'autre jour aussi, je le répète, c'est que grâce à mon mari qui est poète, qui est écrivain, hein, poète, j'ai compris une chose, c'est que les mots qu'on prononce, pas les mots qu'on entend dans sa tête, mais aussi les mots qu'on prononce envers une personne, ils ont un impact énorme. Et donc, à chaque fois que moi j'ai eu des gens qui étaient dans mon cabinet, j'ai compris à un moment donné qu'il ne suffisait pas que je pense des choses pour eux, mais aussi que je leur dise. Et le fait au moment où on va quitter quelqu'un, de lui dire des mots de réconfort et qu'on a confiance et qu'on sait qu'il va arriver à trouver des solutions et qu'on lui donne le bâton en fait pour devenir acteur de sa propre santé et qu'il se sent d'un seul coup qu'on a confiance en lui et on lui dit qu'il va y arriver, c'est énorme parce que tu déclenches le sourire chez les gens et des paroles de remerciement, de reconnaissance, ils le disent directement, tu vois. Et ça, c'est une chose, c'est-à-dire que c'était pas ma nature, j'étais assez introvertie avant, je parlais pas énormément, mais grâce à ce travail littéraire aussi, parce que j'ai aussi une activité d'écrivain à côté de mon travail, et ça m'a beaucoup enrichi, hein. J'ai fait du théâtre, je fais de la musique, de la photographie, enfin toutes ces choses artistiques qui fait que plus les mots, et qui sont, c'est vrai, irremplaçables en réalité dans une relation avec une personne. C'est vrai, en fait, finalement, c'est l'expression qui permet la connexion. C'est sûr qu'avec une machine, ça va être compliqué. Voilà, et puis alors, quand même, il faut le dire, pour revenir à la médecine de soins actuelle et aux 10 minutes, je pense qu'il n'y a pas de pensée médicale pendant ces 10 minutes. Il n'y a pas de captation de l'autre. Tu t'imprègnes de tes patients quand tu prends le temps? Oui, évidemment. Le temps, il est indispensable pour comprendre qui est l'autre et pour le recevoir. J'ai appris ça quand je faisais du théâtre. On faisait un exercice, on était en ronde. On se lançait un geste. Il fallait que celui qui était à côté de nous attrape le geste. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est très particulier ça. On n'en avait jamais conscience avant de le faire. Il y a tellement de gens qui, dans leur vie de tous les jours, qui échangent avec les autres, mais en fait, qui n'écoutent pas les autres. Ils débitent des mots, des gestes, ils ont des décisions, ils ont des projets, etc. Et ils ne voient pas comment l'autre reçoit ce qu'ils disent. Ils ne sont pas à l'écoute. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un vrai échange, tu vois. Et dans la relation médecin-patient,
s'il n'y a pas cet échange réel, c'est-à-dire s'il n'y a pas une attention du médecin par rapport à ce que l'autre dégage, ce que l'autre veut dire, ce qu'il dit en réalité par des mots, ce qu'il dit par son corps ou ce qu'il dit par les expressions de son visage, par aussi l'espèce de tension qui peut être palpable, l'angoisse, etc. Si le médecin ne le capte pas, et si l'autre aussi, si le patient il est complètement fermé par rapport à ce que lui renvoie le médecin, il n'y a pas d'échange. Et qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes ? À mon avis, on ne fait pas de médecine. On fait une illusion de médecine. Et surtout, on ne fait pas de prévention. Moi, je pense que si... il y a beaucoup de médecins qui ont compris que c'était pas possible de faire un travail en 10 minutes. Donc il y en a les pauvres, ils n'ont pas d'autre moyen que de se déconventionner de redevenir libres de faire ce qu'ils veulent. Sauf que le déconventionnement, ça amène à une diminution des remboursements. Donc il doit augmenter ses tarifs. Donc. Alors non, mais il augmente ses tarifs pour qu'il puisse rester, admettons, 3 quarts d'heure avec une personne. Voilà. Mais pour le patient, le problème, c'est qu'il ne va pas avoir forcément il va pas avoir de remboursement de sa consultation. Il va mettre de sa poche, il faut avoir une très bonne mutuelle. Alors oui, et encore, je ne sais même pas si les mutuelles vont rembourser. Mais en tous les cas, c'est vital pour les médecins pour pas se dissoudre, pour pas tomber, quoi. Il faut rallonger la visite médicale. Et puis pour qu'il y ait un temps de compréhension et tout ce que j'ai expliqué auparavant pour que ça puisse se faire. Que la pensée médicale puisse exister. S'il n'y a pas de pensée médicale, en 10 minutes, tu ne peux pas penser, là. C'est pas possible. Tu ne peux rien faire. Et il n'y a pas d'acte médical digne de ce nom, en fait. Et donc, on fait des choses, il se passe quelque chose pendant ces 10 minutes, mais bien souvent, c'est quelque chose qui ne va pas forcément... améliorer à long terme la santé de la personne. Oui, c'est qu'on traite les symptômes. En gros, on peut traiter rapidement, mais alors comme le corps s'auto-répare aussi, tu peux pas savoir si c'est le médicament, si c'est un médicament ou si c'est la présence physique du médecin qui pendant 10 minutes a pu avoir un impact quand même positif sur la personne, mais surtout il y a pas d'effet à long terme. Et je pense que l'avenir de la médecine, c'est aussi dans la prévention, c'est aussi dans la médecine intégrative, c'est-à-dire prendre en compte la manière dont on se nourrit, la manière dont on vit au jour le jour. On parle du stress, c'est un mot un peu fourre-tout, mais pour dire que si on ne soigne pas tout ça, si on ne prend pas en compte tout ça, en fait, on va forcément retomber malade. Et en fonction des terrains des gens, en fonction de leur structure mentale, ils vont plutôt faire une maladie bénigne ou une maladie grave. Ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises. C'est la psychosomatique d'origine psychanalytique qui s'est développée en France dans les années 50, au siècle dernier. Elle nous apprend... c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est des constatations cliniques. C'est le fait qu'une personne qui fonctionne dans sa tête d'une certaine manière, c'est-à-dire avec une pauvreté symbolique en particulier, et qui se retrouve dans un état d'abattement moral, mais qui n'est pas verbalisé par des mots de chagrin, de tristesse, etc., va avoir beaucoup plus de risques de faire une maladie grave, du style infarctus, cancer, maladie auto-immune décompensée, etc., que quelqu'un qui a un autre type de fonctionnement mental qui est plus riche au niveau symbolique et qui n'est pas déprimé. C'est passionnant ce que tu dis. Alors, quand tu dis pas de richesse symbolique, comment ça se matérialise concrètement ? C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on exprime à l'autre Tu le vois dans la manière de parler des gens. Ils te racontent une histoire, ils te racontent un événement. Au lieu de te prendre du recul par rapport à l'événement et te dire comment ils jugent les choses, par rapport au passé, à l'avenir, par rapport au contexte social, etc. Au lieu d'avoir une vision synthétique des choses, ils sont dans une description très factuelle. Ils vont te raconter par le menu tous les gestes qu'ils ont faits, ce que l'autre a fait, ce qu'il a dit, etc. Mais il n'y aura pas de synthèse. Il n'y aura pas de répercussions affectives dans leur récit.
tout reste au ras des réalités matérielles. D'accord. C'est ce qu'on appelle, ce que les psychosomaticiens de l'école de Paris, de Marty et ses collaborateurs, ont appelé la pensée opératoire. Opératoire, la personne, elle fonctionne, mais elle ressent pas. Donc c'est-à-dire que si la personne est pauvre en expression d'émotion, c'est ça, d'émotions, symboles, etc. Oui. Il y a plus de chances que, en tout cas, d'après cette école de psychosomatique, qui s'est basée quand même sur des observations cliniques, etc. Ouais. Donc il y a plus de chances de faire une maladie grave. Oui, c'est quoi? C'est le corps qui ne peut pas exprimer d'une façon, va devoir exprimer d'une autre façon par la maladie grave. Alors après, de savoir comment ça se décline au niveau biologique, on peut faire des suppositions, parce qu'on sait aujourd'hui par exemple que le cerveau a un impact sur le fonctionnement immunitaire, oui. Donc ça pourrait être par ce biais-là, mais en fait on ne sait pas trop. Mais là c'était simplement une constatation clinique, c'est-à-dire que ces gens qui étaient... Pierre Marty, c'était un psychiatre psychanalyste. Il y avait Alain Fine aussi, qui était, je crois, un philosophe. Et il y en avait un troisième dont j'ai oublié le nom, c'est dommage parce que je l'ai interviewé il y a longtemps, qui était gastro-entérologue et psychanalyste aussi. Et donc ces trois-là travaillaient ensemble, ils se retrouvaient le dimanche matin pour élaborer, c'était sympa d'ailleurs, pour élaborer leur théorie psychosomatique, ils avaient fait un livre ensemble. Et voilà, donc ils avaient constaté ça sans savoir ce qu'il y a derrière au niveau biologique, mais ça reste un abord psychoclinique, on peut dire, psychanalyste, clinicien, et de constatation de coïncidence entre maladie grave et type de fonctionnement mental. Et d'ailleurs, suite à ces découvertes cliniques, il y a un institut qui s'est ouvert, qui s'appelle l'Institut de psychosomatique, IPSO, dans le 13e arrondissement, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des psychothérapeutes, psychanalystes qui reçoivent des gens qui ont des pathologies du corps, qui peuvent être, par exemple, des rhumatismes inflammatoires, de l'anorexie mentale, de l'asthme. C'est quoi l'anorexie mentale ? Alors, l'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire qui se manifeste par une manière de manger qui est un peu compliquée avec les gens qui trient leurs aliments et qui peuvent, pour certains, devenir extrêmement maigres jusqu'à mettre en danger leur vie, c'est-à-dire je dis mettre en danger, c'est pas eux qui le font, c'est leur corps qui le fait, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un état de cachexie. Cachexie, c'est vraiment quand on n'a plus que la peau et les os, si tu veux, et des gens qui ont besoin d'être réanimés, quoi. Ils doivent être en réanimation et renutris d'une manière artificielle. Voilà. Donc l'anorexie mentale, moi j'ai fait ma thèse de médecine sur cette question-là, justement, parce que je me disais, voilà, je comprends rien dans la psychosomatique, voilà peut-être un modèle, si je creuse un petit peu pour voir comment ça se décline au niveau, dans la réalité, l'anorexie mentale, quels sont les tableaux cliniques, quelle est la variabilité des tableaux, peut-être que je vais comprendre quelque chose dans le passage du psychisme au somatique. Somatique, ça veut dire le corps, Oui, quand quelqu'un, il y a des gens, on dit il somatise. Alors quand on dit il somatise, ça veut dire il a une maladie corporelle. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Mais n'importe quoi, en fait, dans la théorie de psychosomatique de l'école de Paris, en fait, leur hypothèse, c'est que toute maladie du corps, en fait, correspond à des événements psychiques concomitants ou qui précèdent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des maladies psychosomatiques et d'autres qui ne le seraient pas. C'est qu'en fait, toute maladie du corps s'exprime autrement au niveau psychique. D'ailleurs, certains thérapeutes disent que la maladie, c'est le mal qui s'exprime en disant quelque chose. Est-ce que toute maladie dit quelque chose de nous-mêmes ? Alors justement, les psychosomaticiens disaient que quand on trouvait du symbolisme dans l'expression
de la maladie du corps, quand ça exprimait quelque chose de symbolique, c'était souvent pas grave. C'est souvent des choses réversibles. Parce que justement, il se trouve que ça correspond à quelqu'un qui a une structure mentale qui est capable de faire des symboles et de faire des associations d'idées. Et donc, il se trouve qu'ils avaient remarqué que dans ce cas-là, souvent, les symptômes étaient plutôt réversibles, c'est-à-dire ça peut être des douleurs, mais il n'y a pas de... Quand on fait des examens complémentaires, microscopiques, on ne trouve pas de lésions. Et donc, dans ce cas-là, bien souvent, on voit que les choses... ça peut être mal au dos, par exemple, mais où il n'y a pas forcément de lésions, quand on fait des examens d'imagerie, par exemple. Il y a des gens qui ont des douleurs dites ulcéreuses, qui sont les mêmes que la personne qui a un vrai ulcère, c'est-à-dire un trou dans l'estomac. C'est la même douleur, c'est-à-dire elle a des caractéristiques particulières. Elle survient à tel moment par rapport au repas, elle est située à tel endroit sur le ventre, etc. Il n'y a pas le même terrain. Eh bien, quand on fait une fibroscopie, des fois, avec les mêmes symptômes, des fois il y a un trou dans l'estomac, des fois il n'y en a pas. Donc quand il n'y en a pas, c'est réversible. C'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement. Ouais. Et on n'est pas arrivé, et donc ça c'est l'hypothèse que j'ai fait à un moment donné, justement suite à cette thèse, on n'est pas arrivé à un moment donné où il y a la lésion. C'est comme si toutes les maladies, c'est l'hypothèse que je faisais, et peut-être d'autres l'ont fait, et toute maladie en fait a une histoire naturelle. Elle commencerait déjà par un dysfonctionnement. Qui lui est un dysfonctionnement au niveau biologique, avec une expression qui peut être totalement inapparente, on voit rien, c'est au niveau biologique, il y a des choses qui changent dans les cellules, et puis après éventuellement on a des symptômes, on peut avoir une douleur, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir, enfin bref, c'est pas forcément des douleurs, et puis ensuite si on laisse traîner les choses et si le corps ne se retrouve pas son équilibre, ou s'il n'a pas la capacité de retrouver son équilibre, parce que justement, il a une capacité à fonctionner toujours vers la désorganisation progressive. J'utilise les termes de cette école de psychosomatique, c'est-à-dire désorganisation progressive aussi au niveau tissulaire, avec une dégradation et des lésions qui apparaissent. Donc avec des maladies qu'on dit somatiques, des maladies organiques, avec des lésions visibles à l'œil nu ou visibles au microscope. Voilà. C'est très intéressant et on voit à quel point, effectivement, le psychologique, l'environnement pèse sur le développement de certaines maladies. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà constaté ça, il y a des récits, des témoignages qu'on a déjà eu à Nexus et autour de gens qui ont eu des maladies graves, des cancers ou autres, et qui parfois ont profité entre guillemets, de ces moments-là pour remettre en cause certaines fois des choses dans leur vie qui pouvaient être dysfonctionnelles. Et les maladies entre guillemets, guérissent d'elles-mêmes. Oui, c'est ça. Il y a un meilleur pronostic, on dit. Le pronostic, c'est un mot médical qui veut dire que va devenir le malade plus tard. La maladie va-t-elle guérir ou pas, c'est ça. Quand on parle du pronostic, c'est... Est-ce que tu as déjà constaté ça? C'est-à-dire que sans vraiment s'attaquer à la maladie elle-même, en faisant attention, modifiant l'environnement psychique ou environnemental d'un patient, que ça guérisse par soi-même? Alors, oui, justement, quand j'étais médecin du travail, je faisais très attention à ça, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui souffrent au travail. Et je me disais, en fonction de la structure mentale de la personne, elle risque de déclencher une maladie grave. Et je cite l'exemple d'une femme qui travaillait dans un cabinet d'expertise comptable, qui était extrêmement timide et qui me racontait, dès la première visite médicale, quand j'ai fait sa connaissance, qu'elle était malheureuse au travail parce qu'elle décrivait que son collègue faisait exprès de lui faire peur, par exemple en claquant la porte du bureau. Donc ça pouvait ressembler à du harcèlement. Alors je ne sais pas si l'autre réellement était malveillant, mais en tout cas elle le vivait comme ça. Ouais.
Et je lui ai proposé dès le début d'intervenir, de dire si vous voulez, moi je peux me déplacer dans votre entreprise et parler avec les collègues et en particulier celui-ci. Et elle a dit non, surtout ne faites rien. Et souvent les gens ont peur d'une intervention et ils peuvent à raison avoir peur parce qu'après il peut y avoir des représailles. Et bon. Donc je n'avais rien fait. Mais je me suis dit, cette personne-là, il faut que je la surveille parce que vu son fonctionnement mental qui était un peu pauvre au niveau symbolique, elle risque de décompenser sous une forme de maladie physique, quoi. Et il se trouve que je lui avais donné rendez-vous 6 mois après, alors que la visite était annuelle à l'époque, c'était tous les ans. Et en réalité, quand j'ai eu de ses nouvelles, elle était hospitalisée pour un début de sclérose en plaques. Donc c'est une maladie neurologique qui parfois peut se manifester par une perte de la vision d'un œil, ce qu'on appelle une névrite optique. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça y est, elle est en train de décompenser en fait cette souffrance au travail permanente pour lequel elle ne sait pas comment agir, et c'est son corps qui va s'exprimer. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie grave, parce que ça peut évoluer vers la mort petit à petit, par une maladie neurologique évolutive, par poussée. Quand je l'ai vue, je lui ai dit, maintenant il faut faire quelque chose, je vais me déplacer dans votre entreprise, je vais faire ce qu'on appelle une étude de poste, c'est le terme qu'on utilise en médecine du travail. Et je lui ai dit d'emblée, je vais faire un aménagement de poste, j'ai demandé à votre employeur déjà que vous puissiez faire des pauses dans le travail parce que elle avait des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête qui étaient déclenchés par le fait d'être tout le temps sur l'écran. Le chef d'entreprise m'a répondu, je crois qu'il me l'a répondu même par écrit, ici on n'est pas l'hôpital de la Charité. Ok, sympa. Autrement dit, et pourtant il est expert comptable, donc il connaissait la réglementation, théoriquement il sait que s'il ne se plie pas à l'avis du médecin du travail, il est en contravention par rapport à la loi. Mais il était assez gonflé, quoi. Il était audacieux, et je me suis dit, avec ces gens-là, elle ne va pas pouvoir rester. Donc je lui ai, à la visite d'après, qui était assez rapprochée, je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, réfléchissez, moi je vous conseille de partir, essayez de trouver un travail ailleurs, et quand vous êtes prête, je peux vous mettre inapte à tous les postes de l'entreprise, en procédure de danger immédiat, c'était possible à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est difficile aujourd'hui. Et donc vous pourrez comme ça être licencié pour inaptitude médicale, et vous aurez le droit de toucher le chômage en attendant d'avoir un autre emploi. Donc elle avait accepté. À ce moment-là, elle avait accepté. Elle avait compris qu'il y avait quelque chose, intuitivement, qu'il y avait un lien entre son état de santé et sa souffrance. Voilà. Et son état de santé s'améliore. Et voilà. Et donc, à un moment donné, elle m'a dit, voilà, j'ai trouvé du travail. Un ami de mon mari veut bien m'embaucher dans sa petite entreprise. Et donc, je l'ai mise inapte à tout poste. Elle est partie, elle a été licenciée. Et quelques mois plus tard, j'ai eu des nouvelles. Elle m'a dit, j'ai pas eu de nouvelles poussées de sclérose en plaques. Enfin, elle savait pas que c'était une sclérose en plaques. On lui avait dit névrite optique rétrobulbaire, donc c'est pour pas dire un mot qui plombe le moral des gens. Oui. Mais en tout cas, elle avait pas, disons, elle avait pas plusieurs mois de recul. Okay. Après, j'ai pas eu de nouvelles d'autres, mais c'est de toute façon, on le constate, c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, petite parenthèse, c'est que c'est inquiétant. C'est maintenant, tu me dis, on ne peut plus mettre les gens inaptes à tout poste. Alors c'est un peu plus compliqué. Il y a des exigences supplémentaires. Il faut faire forcément une étude de poste. Et puis il faut mettre à jour une fiche d'entreprise. Donc c'est un document qui oblige le médecin à prendre du temps, à retourner dans l'entreprise, à faire la liste de tous les risques professionnels, à rédiger sa fiche, à redéfinir des conseils, etc. Donc tout ça, c'est du temps. Et les médecins du travail, ils n'ont plus de temps. Parce qu'avant, moi, quand j'étais médecin du travail pour un plein temps, j'avais 2700 personnes à suivre. Maintenant, les gens, ils ont 6000 salariés à suivre.
Ah ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut plus faire un travail de qualité. Voilà. Ouais, c'est devenu la médecine fast-food à la chaîne, quoi. Voilà, et puis de toute façon, là, c'est plutôt voie de garage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une visite à l'embauche quand elle arrive, une visite en milieu de carrière quand tu restes au même endroit, mais en général, tu restes jamais au même endroit. Mais il n'y a que le médecin de travail qui peut faire ça, un médecin généraliste? Non, c'est vraiment particulier à la médecine du travail. Le médecin du travail n'a pas le droit de prescrire des médicaments, sauf médicaments d'urgence. D'accord. Mais en revanche, il a un pouvoir énorme dans le privé sur le destin des gens à travers cette capacité d'inaptitude à tout poste de l'entreprise. Pardon, excuse-moi. Mais que dans le privé? Oui, que dans le privé. Pas privé. des administrations publiques, etc. Alors, dans le public, en fait, quand les gens sont fonctionnaires, tu peux pas les mettre inaptes. C'est pas le médecin du travail qui peut les faire partir de la fonction publique. Ils peuvent être radiés de la fonction publique. Parce qu'ils ont été déclarés par un comité médical inaptes au travail dans la fonction publique. Voilà. Mais en général, et puis bon, même les gens qui sont contractuels de la fonction publique, les médecins du travail dans la fonction publique mettent rarement des inaptitudes. Enfin, moi, j'en ai jamais fait. Ouais. Parce qu'on trouve d'autres solutions, quoi. En tout cas, je te remercie parce que grâce à toutes ces précisions, on se rend compte finalement que la médecine du travail n'était pas si inutile que ça. On avait une impression, souvent moi je me rappelle, quand on était embauché ici ou là, il fallait passer ce rendez-vous chez le médecin du travail, on se disait bon ça sert à rien, moi je me sens en bonne santé, etc. Alors souvent quand le médecin nous voyait, que tout paraissait normal, ça durait 5 minutes, bonjour monsieur, au revoir, il signait le papier. En fait on se rend compte que pour plein de gens, c'est vital. Et dans plein de sociétés, c'est primordial. Bah oui, c'était un outil formidable en réalité quand les gens faisaient bien leur boulot et qu'ils le comprenaient et puis que les salariés avaient la confiance pour expliquer ce qui se passait en réalité, tu vois, parce que quand tu vois un médecin du travail qui a prévu de rester 5 minutes avec toi et de te poser des questions qui n'ont pas de sens et qui n'ont aucun rapport avec ton travail en plus, bah, tu n'as pas envie de lui raconter quoi que ce soit. Et donc, c'est de la médecine blanche, quoi. Ça ne sert à rien. Mais en réalité, il est sûr que pendant des années, avec le Code du travail tel qu'il existait, les médecins du travail ont pu faire vraiment se rendre très très utiles. Et notamment dans le bâtiment, les travailleurs du bâtiment le savaient bien. Oui. Parce que le médecin du travail, souvent, ils étaient très investis, les médecins du travail qui s'occupaient du bâtiment. À cause de la pénibilité à cause de la fréquence des accidents de travail, à cause de la fréquence des maladies professionnelles, où c'est le médecin du travail qui va guider la déclaration de maladie professionnelle pour que la personne qui a une tendinite ou qui a un problème d'intoxication chronique à quelque chose, au plomb ou je ne sais quoi, puisse être reconnue et pouvoir bénéficier d'avantages financiers comme pour un accident de travail, hein, c'est-à-dire les examens gratuits, les consultations gratuites, et puis à la fin, si la personne n'est pas guérie, qu'il reste des séquelles, elle a le droit à une rente. Voilà. D'après ton expérience, tes 40 ans d'expérience dans ce domaine-là, d'après toi, quel est le métier où il y a le plus de problèmes de santé? Quel métier où le secteur a le plus de problèmes de santé mentale ou physique? Oui, les premiers problèmes de santé au travail aujourd'hui, c'est la souffrance au travail, donc les dépressions, les syndromes anxio-dépressifs majeurs qui sont liés aux conditions de management, hein. Et puis les problèmes de troubles musculo-squelettiques qui sont liés... À cause de l'ordinateur. Alors, c'est pas l'ordinateur, mais c'est plutôt les gens qui font des travaux pénibles, qui font des gestes répétitifs à la chaîne, par exemple, ou bien qui font des travaux dans le bâtiment, hein, ou bien dans le ménage. Hein, donc, c'est les deux pathologies qui sont les plus représentées, notamment dans les déclarations de maladies professionnelles, c'est ça. Après, il y a l'amiante aussi, il y a eu beaucoup de problèmes pulmonaires, des cancers liés à l'amiante. Mais disons, ce qui explose aujourd'hui, c'est la souffrance au travail. Et les troubles musculo-squelettiques, c'est les psychologiques. Psychologiques. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus touché que... tous les secteurs de services sont touchés, mais en réalité, je dirais, c'est plutôt
certaines grosses entreprises qui ont des méthodes de management qui sont faites pour isoler les gens, casser les collectifs de travail qui étaient protecteurs autrefois, qui permettaient à des gens même qui étaient maltraités par leur chef de tenir parce qu'ils savaient que les collègues ou le syndicat ou je sais pas quoi, enfin bref, les soutenaient. Mais le fait d'être tout seul devant une maltraitance au travail fait que diviser pour mieux régner. C'est là où tu vas vers le suicide, quoi. Si tu as vu une augmentation de suicides. On dit souvent que les deux premiers, dans la police, il y a beaucoup de suicides. C'est vrai que c'est le deux. Alors il y a beaucoup de suicides dans la police. Les agriculteurs aussi. Oui. Ah bah oui. Alors si tu veux, il y a des métiers où ça ressort chez les médecins aussi. Des généralistes, il y a beaucoup de gens qui meurent, qui se suicident, aussi. Et puis chez les internes en médecine, tu as un suicide tous les 18 jours. Ah oui, c'est énorme. Oui, en France. À cause de la pression. Alors, chez les internes en médecine, c'est une maltraitance qui est nationale, c'est-à-dire qu'ils travaillent au minimum 48 heures par semaine, c'est un minimum, et parfois 80. Souvent, ils n'ont pas de temps de repos compensateur après avoir fait des gardes pendant des heures sans dormir, par exemple. Et donc, ils souffrent de somnolence au volant, ils peuvent avoir un accident de voiture. Mais c'est surtout cette pression, c'est d'avoir un travail où on a des fortes responsabilités, où il faut être vraiment à l'affût de tout, surtout quand tu fais des gardes aux urgences. Il ne faut pas que tu loupes un petit signe, parce que si la personne est en risque vital, tu échoues. Donc il y a la pression aussi de l'échec thérapeutique. Si tu es jeune, tu n'as pas d'expérience et tu fais une bêtise qui n'est pas... qui est liée à ton inexpérience, tout simplement, tu ne sais pas. Et que la personne meurt devant toi ou en sortant de l'hôpital, c'est très très dur. Et quand tu sais que tu manques de sommeil, que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, et qu'en fait il faut que tu restes réveillé et qu'il y a tout le temps ce danger qui est là, il y a des gens qui craquent. Et puis surtout quand ils sont maltraités aussi par leur hiérarchie, ou par leurs collègues éventuellement. Puis on pense aussi aux infirmières, aux gens qui sont dans l'hôpital et qui tiennent les hôpitaux à bout de bras. Alors exactement, donc tout ce personnel qui est toujours dans une relation de dévouement quelque part par rapport à des patients, parce que même les infirmières qui sont devenues très techniciennes, malgré tout, elles se blindent, mais bien souvent elles sont en grande souffrance parce qu'elles aimeraient bien aussi passer du temps à réconforter quelqu'un et pas juste mettre une perfusion et s'en aller. Donc il y a les aides-soignantes qui font beaucoup ce travail relationnel, en fait, qui sont essentiels pour le moral des patients. Mais il y avait ce film Hippocrate là, qui est assez bien tourné, où on voit bien cette souffrance du personnel. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Il a été fait par un réalisateur qui lui-même a commencé des études de médecine. Donc il en fait un reflet qui est très 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 réel, je trouve très réaliste. Oui, parce qu'il n'y a pas que la souffrance des patients qui sont mal soignés, c'est la souffrance des soignants et des médecins qui n'ont plus le temps d'exercer leur métier comme il se doit. Bien sûr, et si tu veux, les internes, en fait, c'est la cheville ouvrière de l'hôpital public. C'est-à-dire que c'est sur eux, sur leurs frêles épaules, que se reporte tout le travail quotidien, et avec sa charge énorme, et en même temps l'angoisse de mal faire, l'angoisse de l'échec, et puis la difficulté de suivre en plus les cours de spécialisation. Et puis avec ce qu'ils ont vécu depuis la crise sanitaire. Donc en fait, tu vois, je veux dire, la souffrance au travail, elle concernerait pratiquement plus de la moitié des salariés aujourd'hui en France. Ouais. Donc c'est un vrai problème. C'est énorme. Et pourtant, on sait comment faire. Je veux dire que, par exemple, il y a le réseau Souffrance et Travail, auquel j'appartiens d'ailleurs dans cette activité
est un réseau de consultation de psychologues du travail qui a été fondé par Marie Peset il y a une vingtaine d'années. Marie Peset en particulier s'est beaucoup investi pour donner des outils de prévention qui sont sur le site internet souffrance-et-travail, des outils de prévention à la fois pour la hiérarchie, aussi bien dans le public que dans le privé, des outils aussi, des moyens de s'en sortir pour les travailleurs, qui ont des guides, qui ont des informations sur leurs droits au niveau juridique, ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement, comment on peut se défendre, etc. Donc il existe, on sait, enfin il y a une discipline qui est née dans les années 70-80 qui s'appelle la psychodynamique du travail en France, dont le chef de file est Christophe Dejour, qui est une personne que j'ai eu la chance de côtoyer et avec qui j'ai beaucoup appris. Cette discipline, elle est énorme parce qu'elle a permis de rendre intelligible pour des médecins du travail des situations paradoxales qui n'étaient pas intelligibles. On voyait par exemple, alors ça c'était le début de ces constatations, sur les chantiers, on voyait des gens qui prenaient des risques incroyables, qui pouvaient chuter parce qu'ils marchaient en hauteur sans aucune protection. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces gens qui bravaient le danger devant les autres avait un comportement de comment ça s'appelle c'était une idéologie défensive de métier. C'est-à-dire qu'ils avaient tous tacitement compris que il fallait, pour conjurer la peur et conjurer l'angoisse de la chute par exemple, il fallait montrer qu'on était invincible en fait, et montrer qu'on était capable de faire des trucs alors qu'en réalité c'était surtout pour faire disparaître l'angoisse. Alors dans chaque métier, il y a des postures, des comportements de bravade du risque. Et donc c'est grâce à la psychodynamique du travail qu'on a compris ça. Mais la psychodynamique du travail, elle s'est axée aussi sur la compréhension de qu'est-ce qui fait souffrir les gens au travail. Et qu'est-ce qui, au contraire, dans le travail, participe à l'édification de l'identité de la personne. Pourquoi le travail c'est important? Pourquoi quelqu'un qui ne penserait qu'à rester sur la plage devant la mer, finalement, c'est pas ça. Peut pas s'épanouir. Bah oui. Le travail. Ça structure quelque chose, même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des boulots qui ne les passionnent pas. 80%, je pense, des gens, malheureusement. Est-ce que même un boulot qui ne passionne pas peut permettre à quelqu'un de s'épanouir, de se structurer? Par exemple, il y a des femmes de ménage, il y a une intelligence dans l'organisation de leur travail pour faire du beau travail. Et même quand tu ramasses la poussière ou les choses dégueulasses, tu peux faire du beau travail, en fait. Quand toi, pour que tu puisses faire du bon travail, il faut avoir des marges de manœuvre. Oui, c'est vrai. Il faut avoir une certaine autonomie dans ton travail. Il faut que tu puisses faire ton travail. Il ne faut pas qu'il y ait des objectifs inatteignables. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on a bien repérés dans tout métier. Que tu fasses n'importe quoi, si tu as de l'autonomie et des marges de manœuvre et que tu n'es pas obligé de faire des choses qui dépassent les capacités, humaines, voilà, et tu peux t'épanouir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un métier artistique, par exemple, et à côté, ils font un travail alimentaire, mais qui ont la chance peut-être de tomber dans un milieu où ils ont cette possibilité, et donc ils peuvent faire un travail qui n'est pas très valorisé au niveau social, mais qui par contre est utile. Ou quand tu es auxiliaire de vie, par exemple, tu vas faire un travail qui est quand même difficile à soulever des gens, à ramasser leurs excréments, etc. Mais en même temps, la relation que tu établis avec ces gens-là et ce qu'ils peuvent te renvoyer comme reconnaissance est énorme. Ça ne veut pas dire qu'ils la renvoient forcément, mais ceux qui la renvoient, ça te donne une grande satisfaction aussi dans ton travail, même si ton travail il n'est pas valorisé au niveau social. Et donc la reconnaissance, c'est important quand même. La reconnaissance, elle est essentielle pour que la personne elle puisse s'épanouir au travail. Ça peut être la reconnaissance d'un usager, une personne que tu soignes. Ça peut être la reconnaissance par les autres qui font le même travail que toi. On appelle les pairs, qui disent « Ah bah, t'as fait du bon boulot, magnifique, etc. » Tu vois, ça peut être ça. Et puis ça peut être l'argent, tout simplement. C'est-à-dire que si t'es mal payé ou si ça peut être humiliant.
si t'es payé correctement, c'est aussi une forme de reconnaissance. Ouais, quelqu'un de mal payé et sans aucune reconnaissance, ça peut être compliqué pour lui. Bien sûr, et qui n'a pas de marge de manœuvre. Ou je me souviens, chez Carglass, par exemple, les gens devaient remplacer un pare-brise dans 2 fois moins de temps que ce que le constructeur préconisait. Admettons, il fallait 2 heures pour un pare-brise de Mercedes, je dis n'importe quoi, on leur disait faut le faire en 3/4 d'heure. Donc, si tu veux, les gens, ils sont tombés comme des mouches, petit à petit, ils sont tous tombés. Alors, l'un avait une dépression, l'autre une sciatique, un autre était parti aux urgences parce qu'il vomissait, il ne savait pas pourquoi. Il se retrouvait en réanimation. Bon. Donc, si tu veux, ça peut arriver jusqu'à là. Hein, quand tu pousses les gens avec des conditions de travail, une organisation du travail qui va démolir le corps des gens, tu démolis leur psychisme aussi, bien sûr, et ils restent pas longtemps debout. Voilà. Est-ce que, avec le télétravail qui s'est développé depuis le Covid, est-ce que tu as remarqué que ça a changé quelque chose en mieux ou en moins bien pour les salariés? Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent, j'imagine, font du télétravail maintenant. Le télétravail, l'avantage principal, c'est le fait qu'il n'y ait plus de transport pour aller au travail. Donc, ça fait gagner du temps dans la journée. Après, il y a des gens qui font du télétravail, mais ça n'a aucun sens parce qu'en fait, l'essentiel de leur travail, c'est d'être présent sur le lieu de travail parce qu'il y a besoin de faire des actes. Donc aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça sort, mais à mon avis, c'est McKinsey et compagnie qui ont favorisé ce genre de choses. Hein. Donc il y a des métiers pour lesquels ça n'a aucun sens. Ouais. Mais on pousse quand même parce que c'est comme un droit social, enfin c'est quelque chose il faut que tout le monde puisse avoir la possibilité de ça. Moi j'ai vu une dégradation des conditions de travail des gens, là où je travaillais avant d'être... Parce que je suis retraitée de la médecine du travail depuis 2023. D'accord. Et avant de partir, en fait, j'ai constaté une chose, c'est que en même temps qu'on a... Bon, c'était des gens qui étaient souvent dans des fonctions administratives, donc c'était pas trop problématique. Sauf que chez eux, ils n'avaient pas forcément un environnement de travail qui leur permettait d'être à l'aise. Hein. De plus, on leur a retiré leur poste d'informatique classique. Donc, ils se sont retrouvés avec des ordinateurs portables, même au bureau, sur place, pour les jours où ils venaient, et obligés de transporter leur ordinateur à chaque fois qu'ils faisaient un aller et venu, du travail à chez eux et réciproquement. C'est-à-dire de se charger. Donc, comment on fait quand on a un enfant à aller chercher à l'école, quand on a des courses à faire? On est obligé de transporter son ordinateur, ne pas le perdre, ne pas se le faire voler, ça rajoute un etc. stress. Bien sûr, oui. Et donc, les conditions de travail au niveau ergonomique se sont dégradées et ça a rajouté, par exemple, ce risque de tomber, risque de chute, risque de se faire agresser dans les transports, etc. Donc, c'était pas, à mon avis, il y a beaucoup d'inconvénients. Et ça, excusez-moi, ça casse aussi les collectifs de travail. C'est-à-dire que les gens ne sont plus avec leurs collègues. Oui. Hein. Ça diminue le service aussi. Par exemple, des gens dans un service administratif comme une DRH, les gens ont besoin, si en arrêt maladie, ils ont besoin de contacter leur gestionnaire pour les histoires de paye, etc., ou de contrat de travail. Ils ne peuvent plus les joindre par téléphone parce qu'ils ne sont plus à leur poste. Donc, moi, je constate que c'est une dégradation à la fois des conditions de travail, de la qualité du travail rendu. Oui, casser les collectifs. Ça isole les gens de plus en plus. Et ça les rend virtuellement totalement toujours disponibles parce que finalement... ça crée des comportements de surveillance aussi, qui sont inacceptables. Il y a des gens qui sont suivis par des mouchards informatiques pour être sûr qu'ils sont bien chez eux, à leur travail, ils sont bien devant leur écran, etc. Donc c'est un enfermement plutôt. Oui, c'est pas forcément un progrès. Voilà. Donc si c'est pas choisi... encore une fois, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le degré d'autonomie, de liberté des personnes. Je voulais revenir à un point important, parce que ce lien patient-médecin qui permet
de mieux prévenir et guérir les maladies. Et ce que toi, tu as développé aussi par rapport à cette analyse de la structure mentale d'une personne. Parce que tu disais, bon, ça dépend des gens, quel type de structure mentale. Oui. Comment est-ce que toi, tu as pu développer cela et comment tu pourrais conseiller tes confrères de le mettre en œuvre? Alors, l'histoire de la structure mentale que j'avais appris là, à travers la psychosomatique, j'en ai fait un essai qui a été publié, malheureusement pas dans un livre, mais dans une revue qui s'appelle Psychiatrie française, en 2007. Ça s'appelle Archéologie de la psychosomatique. Et c'était une forme de guide pour les médecins généralistes, justement, pour arriver à se repérer, pour savoir ce que c'est que la pensée opératoire, ce que c'est que ce qu'on appelle la dépression essentielle, qui est justement une sorte de déclinaison de la pensée opératoire sous la forme abattement moral, mais et qui, selon la psychosomatique, prélude en fait aux maladies graves, à une décompensation grave, genre infarctus, cancer, etc. Alors c'est un essai d'une 60aine de pages. Peut-être que je pourrais. Alors il faut le trouver dans une bibliothèque universitaire, je pense. Mais peut-être que je vais essayer de le publier parce que je pense que ça serait utile. Ça me paraît j'avais pas trouvé d'éditeur à l'époque et c'est justement Christophe Dejour, l'inventeur là, de la psychodynamique du travail, qui m'avait permis de le publier dans Psychiatrie française. On pourrait peut-être essayer de le republier dans Nexus. Alors, 60 pages, c'est énorme, hein. Oh, mais on fera en 3 numéros. Non, mais c'est intéressant parce que je me dis qu'effectivement, ça explique beaucoup de choses. Ça donne aussi une perspective de soins différents. Bah oui, bien sûr. Et ça vient nourrir ce lien qui est tellement important entre le médecin et le patient. Et puis ça explique beaucoup de choses dans les relations humaines standards. Bien sûr. Et puis surtout, par exemple, ça permet de comprendre que les gens qui ont une structure mentale où c'est très appauvri au niveau symbolique, ça sert à rien de faire une psychanalyse classique, parce que la psychanalyse classique, elle est basée sur un discours spontané de la personne qui est allongée sur un canapé ou dans un fauteuil, et c'est basé sur les associations d'idées. Or, les gens qui sont justement en difficulté pour faire des associations d'idées, ils n'ont rien à dire aux psychanalystes. Donc c'est un autre type de prise en charge psychologique qu'il faut pour ce type de personnes. Alors après, il y a des psychothérapeutes ou psychologues cliniciens qui ont tout un tas d'autres outils dans leur besace que la psychanalyse pour travailler avec les gens, et certainement qu'ils se sont rendus compte que il y avait d'autres méthodes qui étaient plus efficaces pour aider certaines personnes. Mais je pense, moi, aux médecins généralistes, je pense que ce serait très important, effectivement, d'avoir accès à ce genre de connaissances pour pouvoir prévoir l'évolution des pathologies et avoir plus d'attention à certaines personnes, ne pas les laisser dans la nature et les revoir systématiquement au lieu de les laisser décider quand ils reviennent. Justement, tu penses que c'est conciliable, cette approche que tu as, qui est beaucoup plus holistique, plus alternative, et aussi une médecine beaucoup plus, on va dire, généraliste, traditionnelle, qu'on connaît, conventionnelle plutôt. Tu penses que les deux sont conciliables? Est-ce que c'est... Ah bah oui, c'est justement, ça va ensemble, si tu veux. Parce que la médecine intégrative, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut prendre en compte déjà énormément de choses qui ne sont pas... faut pas attendre que les gens aient des symptômes pour les soigner. Donc c'est déjà essayer de comprendre comment il faudrait se nourrir, comment... quelles sont les pollutions environnementales ou des choses auxquelles il faut faire attention pour éviter de tomber malade. Mais sinon, de toute façon, c'est pas incompatible, ça va même ensemble. On essaye de comprendre à la fois ce qu'il faudrait faire pour pas tomber malade, et en même temps, quand on a des connaissances sur la structure mentale, quand les gens sont malades, une fois qu'ils sont malades, on peut au mieux prendre des décisions, et
pour ne pas faire traîner les choses, si tu veux. Et à partir du moment où tu vois quelqu'un qui manifestement va se dégrader, va aller vers une maladie grave, tu vas être beaucoup plus attentionné, tu vas le revoir, tu vas le conseiller, tu vas insister sur certaines choses, tu vas lui parler, quoi. Alors que quelqu'un qui manifestement a des symptômes qu'on dit fonctionnels et qui vont être réversibles et qui a une bonne structure mentale névrotique qui va permettre de faire passer plutôt les choses par la parole ou par le psychisme, il va être moins vulnérable pour des problèmes de santé graves au niveau du corps. Oui, tu fais là dans ton ouvrage la distinction entre les pathologies fonctionnelles et organiques qui ne se traitent pas de la même façon. C'est-à-dire fonctionnel, ça veut dire quelque chose de réversible. Et c'est vrai qu'il y avait un médecin, j'en parle parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ce monsieur qui était pourtant un peu irascible. C'était un gastro-entérologue qui m'avait appris à interroger les gens dans son service avant que lui les voie en consultation. Et donc son interrogatoire, on dit interrogatoire en médecine, hein, mais c'est pas la police évidemment, mais bon, ça veut dire que c'est méthodique. Son interrogatoire, il l'avait construit lui-même, il avait élaboré une méthode pour avoir une idée, justement, et pouvoir distinguer les gens qui pouvaient avoir un cancer, par exemple un cancer digestif, de ceux qui avaient plutôt des symptômes dysfonctionnels, c'est-à-dire des douleurs ou des dysfonctionnements, je sais pas, une diarrhée ou je sais pas quoi, mais enfin bref, des trucs qui sont pas, qui n'augurent pas d'une lésion organique et notamment d'une gravité. Hein. Et donc il nous avait appris à interroger les gens comme ça. Bon, forcément, moi au début, j'étais un peu artiste. Je pensais que j'allais le faire à l'intuition et que c'était bien ce que j'allais demander aux gens, mais il m'a tout de suite remis dans les rails et je me suis rendu compte que finalement il avait raison, quoi. Il était un peu agacé que je n'ai pas suivi ses conseils, mais en réalité, j'ai vu l'intelligence de sa méthode à l'usage, tu vois, dans la pratique. Dans ton ouvrage, tu mets en avant une crainte, une préoccupation importante, c'est la numérisation des dossiers médicaux. Pourquoi est-ce que, selon toi, c'est un risque? C'est par rapport à quoi? Par rapport à Big Brother? Par rapport à l'industrie pharma? Oui, je pense que si c'est dans le cabinet d'un médecin traitant, c'est pratique. Ça n'a pas d'inconvénient parce que ça reste dans son cabinet. C'est son outil à lui. Et ça lui permet déjà de se relire, parce que souvent, quand on est médecin, on écrit vite et on écrit, après on n'arrive pas à se relire. Donc déjà, à le taper sur... Donc c'est déjà utile. Mais par contre, en médecine du travail, je pense que c'est dangereux. Parce que la souffrance au travail, par exemple, doit être évacuée de ce dossier numérisé. Ne doit exister dans le dossier de médecine du travail numérisé que des éléments factuels. Et en plus, des éléments factuels, des chiffres, la tension, le poids, enfin, des trucs qui n'ont aucun rapport avec le travail, en fait. Alors bien sûr, dans les dossiers de médecine du travail, il est prévu que tu écrives les risques professionnels auxquels les gens sont exposés. Bon, ça va être assez simplifié, ça peut être des produits chimiques, ça peut être la manutention manuelle, les gestes répétitifs, mais enfin bref, ça va être assez flou quand même, et ça ne va pas être très précis, donc bon, ça a le mérite d'exister, mais finalement, ça fige les choses. Et surtout, ça évacue tout ce qui est de l'ordre du subjectif. Et alors que justement, une des premières raisons de souffrance au travail, c'est la souffrance psychique. Donc si tu ne peux pas en parler dans le dossier numérisé, tu pourras le mettre sur une page personnelle, ce qu'on appelle note personnelle, qui ne sera pas lue par d'autres. Mais ça sert à quoi? Tu ne peux pas toi-même suivre ce qui se passe. Et puis surtout, le dossier médical, jusqu'à présent, il était sous la responsabilité du médecin du travail. Il était sous forme papier, dans une armoire sécurisée. Et il n'y a aucun autre médecin qui pouvait prendre tes dossiers et les regarder, par exemple. Et aucun membre de l'équipe. Aujourd'hui, tous les membres de l'équipe peuvent aller regarder dans le dossier numérisé.
c'est le service de santé au travail et puis c'est le service au niveau administratif qui est responsable de la préservation des dossiers numérisés. C'est plus le médecin du travail. Donc ça ne veut pas dire que le directeur du service de santé au travail, il a le droit de regarder dans le dossier, mais ça veut dire que si le dossier disparaît, c'est dommage, un problème, on a été hacké ou il y a un dysfonctionnement informatique, on n'a plus accès aux données. Ça met à mal le secret médical. Ça met à mal le secret médical et ça met à mal l'indépendance des médecins du travail et puis surtout, ça appauvrit le contenu du dossier médical. Et puis ça rend beaucoup plus difficile sa consultation parce que quand tu as un dossier papier, tu vois son épaisseur, tu vois si quelqu'un a des problèmes, que le dossier fait 10 cm, s'il n'a pas de problème. Oui, rien que ça. Et puis quand tu as besoin de retourner dans le passé, tu peux plus facilement feuilleter un dossier papier, tandis qu'un dossier informatisé, tu appuies sur un truc et tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Tu n'as aucune idée de la dimension du dossier. On a perdu quand même un petit peu avec tout ce qui est numérisation. On perd, on pense gagner, mais finalement, on perd en efficacité, on perd en information. Oui, puis tu passes un temps infini à te plier à ce que le dossier, il attend. En fait, c'est celui qui fait le logiciel qui décide ce que tu dois mettre dedans. Tandis que quand tu écris dans ton dossier médical, tu écris tout ce qui te passe par la tête, tu l'écris sur le dossier et après tu retrouves ton cheminement de pensée. Ça revient à ce que tu disais, voilà, la pensée médicale, c'est en action, d'ailleurs, comme le titre de ton ouvrage, ça se construit. Voilà. Et ça s'entretient. Et moi, grâce à ces dossiers-là, par exemple, j'ai pu aider, je me souviens, une personne qui était en souffrance au travail à l'université où je travaillais avant, un professeur qui était en souffrance depuis 15 ans. Donc grâce à son dossier, j'ai retrouvé des notes d'un autre médecin du travail qu'elle avait prises dedans, où c'était donc une tierce personne, un professionnel de santé, qui avait noté déjà qu'il y avait une souffrance à telle date, en lien avec telle chose, etc. Ça, je ne l'aurais pas retrouvé dans un dossier numérisé, c'était impossible. Donc j'ai pu refaire un historique de sa problématique. Déclarer avec elle, avec son médecin et son psychiatre, une maladie professionnelle psychique et obtenir la reconnaissance de cette maladie professionnelle, malgré toutes les années passées. Donc d'abord, pour elle, c'était important symboliquement, elle n'était pas folle, Je veux dire, sa souffrance était bien liée au travail. Voilà une preuve tangible, j'ai une reconnaissance en maladie professionnelle. Je pourrais avancer après. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes confrères qui travaillent comme toi ? Non. Ok, ça c'est clair, c'est net. Non, je suis un petit peu... Je pense que je suis particulière déjà dans ma manière de concevoir la médecine. En tant que médecin du travail, je crois que je suis une espèce en voie de disparition, parce qu'il y avait, sans parler de ma manière à moi spécifiquement, mais des médecins consciencieux qui se sont vraiment impliqués pour comprendre la situation de travail des gens. Il y en a de moins en moins chez les collègues, les nouveaux médecins du travail. Il y en a de moins en moins. Donc, non, je suis pas représentative, c'est vrai. Mais j'ai des idées. Et je me suis dit que cette expérience-là, c'était important de la partager, alors avec des collègues, évidemment, avec des médecins de soins, avec des étudiants en médecine et avec ceux qui profitent aussi des soins ou de la médecine du travail. Et la plupart des gens, d'ailleurs, des amis qui ont acheté mon livre, ne sont pas des médecins. Et ils l'ont lu très vite. Par exemple, l'agent immobilier qui nous a vendu notre maison, il m'a dit oui, je vais acheter ton livre pour te soutenir, etc. Il l'a lu en 2 jours. Il est agent immobilier, il n'a pas fait d'études de médecine, mais ça l'a intéressé et c'est un livre qui est écrit pour tout public. Ça concerne tout le monde, mais finalement ça va amener les gens à être frustrés parce que j'imagine que leur médecin traitant ne va peut-être pas prendre autant de temps que toi et essayer de Non, creuser. Mais ça leur permettra de se dire qu'eux-mêmes peuvent devenir acteurs de leur santé, peuvent eux-mêmes apprendre des choses pour faire de la prévention. Ils peuvent aussi aller voir des naturopathes qui vont leur donner des bons conseils au niveau nutritionnel, d'autres thérapeutes qui vont leur permettre, sans les antidépresseurs, de trouver des solutions
pour leur mal-être dans leur vie. Hein, donc je pense que c'est aussi un livre qui donne l'espoir en disant, voilà, le corps d'abord il peut s'auto-réparer, donc faut pas penser que le médecin c'est quelqu'un qui va remplacer une pièce, hein, et que sans lui rien n'est possible. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, et ça je pense qu'il va falloir à l'avenir axer, comme ils le font déjà aux États-Unis grâce à Robert Kennedy Jr., sur l'éducation des gens et la prévention en matière nutritionnelle, en matière de pollution environnementale. Donc ça, c'est essentiel. Et puis aussi savoir ce qu'on veut, ce qui est important dans la relation avec le médecin, qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qu'on pourrait lui demander. Et peut-être décider d'aller payer quelqu'un plus cher pour avoir une vraie consultation et résoudre des problèmes qui traînent depuis des années. Et pas avoir 10 minutes pour rien, quoi, en fait. Oui, puis c'est vrai, souvent les thérapeutes des thérapies alternatives prennent beaucoup de temps quand on les voit. Bon, c'est pas remboursé, mais ils vont prendre au moins une demi-heure, une heure. Puis après, on peut se faire son idée. Si on voit que c'est pas quelqu'un de sérieux ou qui cherche à gagner des sous facilement, on va en voir un autre après, quoi. Mais il y a des gens qui trouvent des gens très bien. Mais je parlais des médecins classiques qui se déconventionnent, qui vont prendre la personne 3/4 d'heure pour un peu plus cher, mais ça vaut la peine à mon avis parce qu'on va peut-être résoudre des problèmes d'une manière radicale et avoir une santé meilleure en sortant. Une question que je t'ai pas posée au début, j'aurais dû, pour le principe, mais est-ce que tu as des conflits d'intérêts ? Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt, sauf avec moi-même, parce que ça m'intéresse ce que je fais. Non, j'ai aucun conflit d'intérêt financier. Non. Parce que c'est vrai que c'est une question qui aurait dû être posée plus souvent pendant la crise sanitaire, parce qu'on a vu les médecins de plateau, etc., qui ont beaucoup de conflits d'intérêt. Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve qu'en tant que médecin du travail, puisque j'ai exercé que cette médecine-là, avant j'étais étudiante, donc c'était différent, mais en tant que médecin du travail, on ne prescrit pas de médicaments. Donc on n'est pas du tout, on n'a aucune, aucune démarche de laboratoire envers nous. Ouais. Vous n'avez pas les VRP qui viennent taper pour vous dire tiens il y a cette nouvelle molécule, rien, ou qui vous invitent à des congrès. Non, jamais. C'est bien, au moins vous êtes préservé. Mais alors du coup, comment est-ce que toi tu as vécu, parce que tu as exercé jusqu'en 2023, la période Covid par rapport aux injections, par rapport aux masques, par rapport à toutes les injonctions qui ont été faites aux Français? Ouais, c'est une grande violence. Hein. C'est une grande violence pour nous les médecins, c'est une grande violence pour tout le personnel de soins, pour les militaires, etc. C'est déjà cette obligation vaccinale. Hein. Le confinement, c'est un non-sens total. Les masques, c'était du grand n'importe quoi, puisque on peut mettre un masque pour éviter d'éternuer sur le voisin, évidemment, si on est enrhumé, mais mettre un masque dehors, ça protège de rien. Hein, donc, on a fait croire aux gens que ça allait filtrer les virus. Quoi. Oui. Alors, il y avait le travail d'Éric Loridan, le médecin qui était chirurgien à l'époque, qui était bien utile parce que lui, il était chirurgien. Suspendu d'ailleurs. Alors, je ne sais pas où il en est, mais il exerce la micronutrition pour l'instant. Avant, il était chirurgien bariatrique, donc il soignait les gens obèses en les opérant. D'accord. Donc là, maintenant, il s'intéresse à la micronutrition. Je pense qu'il en est assez heureux. Mais c'est vrai que lui, il a eu le courage de faire cette recherche parce que lui-même portait un masque dans son travail et il voulait savoir à quoi ça servait. Et donc, ça nous a été très, très utile pour faire le point sur l'utilité, justement, l'efficacité d'un masque. Hein. Donc, les virus passent à travers les trous du masque. Hein. Par contre, c'est vrai que les gouttelettes, quand on éternue, quelqu'un qui postillonne sur toi, déjà, s'il postillonne sur toi, si lui, il a un masque, ses postillons sont arrêtés par le masque. Hein. Et s'il postillonne sur toi et que toi tu as un masque, les postillons ils restent sur le tien. Bon, donc c'est ça. Bon, il faut être face à face avec quelqu'un qui soit malade. Mais en dehors de ça, c'est pas comme ça. Puis ce que je raconte dans le livre aussi, il y avait dans un service où j'étais étudiante, il y avait un malade qu'on suspectait de tuberculose. C'est pas parce qu'on le suspectait de tuberculose que il était craint et on rentrait pas dans sa chambre avec un masque. C'était une suspicion. Bon,
Après, quelqu'un qui a une tuberculose, qu'est-ce qu'on fait à l'IHU de Marseille, par exemple, quand quelqu'un est dans une chambre, les gens portent des masques type FFP3, là, enfin des masques canards, là, pour se protéger, oui. Mais sinon, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas tel qu'on l'a utilisé, il y avait beaucoup de bêtises. En tout cas, cette période était très douloureuse. Il a fallu réfléchir à savoir comment on allait faire aussi pour conseiller au mieux les gens qui avaient le Covid, puisqu'on s'est servi des médecins du travail dans le public, par exemple, pour faire des enquêtes pour savoir qui ils avaient pu contaminer sur leur lieu de travail. Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai un peu subverti la question, c'est-à-dire que ça, c'était facile, c'était plutôt le chef de service qui savait qui avait été en contact avec qui, etc. Il se débrouillait. Mais par contre, je téléphonais à chaque personne qui avait le Covid qui était chez lui pour vérifier, pour lui demander s'il avait consulté un médecin. Alors, la plupart, ils n'avaient pas consulté de médecin. On leur a dit de pas. Parce qu'on leur avait dit que, voilà. S'ils avaient, alors c'était surtout, j'ai beaucoup téléphoné en 2021, s'ils avaient reçu des médicaments ou pas, et s'ils avaient de la fièvre, enfin les choses cliniques, et je leur ai dit d'aller acheter un oxymètre à la pharmacie. Exact, ouais. Et grâce à ça, je pense que j'ai bien sauvé 2-3 personnes d'un Covid grave qui aurait pu mal se finir. T'as pu prescrire des choses ou traiter dans... J'ai pas prescrit, j'ai donné des conseils. Mais les gens ont suivi mes conseils. Et une femme, notamment, dont le mari était alité depuis 10 jours avec 42 fièvres, qui est allée acheter un oxymètre pour son mari. Elle a constaté que son oxygène était descendu plus bas que le taux recommandé. Et je lui ai dit, maintenant, il faut appeler le SAMU. Ouais. Parce qu'il faut qu'il soit traité à l'hôpital et qu'il ait, par exemple, de l'oxygène à haut débit, etc. Donc, ce qui s'est produit, et il a été hospitalisé 1 semaine, il est ressorti sur ses 2 pieds en bonne santé. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est beaucoup de conseils et beaucoup d'éducation sur le soin et pousser les gens à consulter leur médecin ou un médecin pour se faire soigner. À refaire de la médecine là où à l'époque c'est vraiment c'était l'exemple parfait de aucune pensée médicale. C'était vraiment on applique la directive du ministère de la Santé, c'est-à-dire rien, Doliprane et rien. Et en plus le Doliprane, on s'est rendu compte après que c'était défavorable pour l'évolution de la maladie. En plus. Mais ce qui est terrible, c'est que moi j'ai souffert de savoir que des gens restaient tout seuls, et des personnes âgées, par exemple, restaient tout seuls chez eux, dans l'angoisse, sans aucune personne qui les réconforte. Sans aucun lien. Sans aucun traitement. Et l'observation, c'est que quand ils commençaient à être essoufflés, en fait, c'était trop tard. Ils arrivaient à l'hôpital, ils n'avaient plus que 2 jours de vie, en fait. Et ce que je disais déjà dans l'autre émission, c'est que il y a eu, ça a été planifié, c'est-à-dire de concentrer tous les malades Covid dans un nombre d'établissements restreints. Il y avait un décret qui a fixé à 100 d'établissements en France, sur plusieurs milliers, le nombre d'établissements qui avaient l'autorisation de soigner des malades Covid. Ce qui fait que cette concentration de malades, ça a donné une allure de médecine de guerre que même le personnel soignant n'avait jamais vue. Parce qu'ils n'avaient jamais vu cette concentration de malades, et puis ils n'avaient jamais vu aussi des gens qui arrivaient, qui n'avaient pas du tout été soignés en ville, qui n'avaient eu aucun traitement antibiotique. Oui. Puis le tableau clinique du Covid est un peu différent de celui de la grippe. C'est que dans l'atteinte pulmonaire du Covid, en fait, il y a des microthromboses, c'est-à-dire qu'il y a des petits vaisseaux pulmonaires qui sont bouchés. D'accord. Et le résultat de ça, c'est que l'essoufflement, en fait, il apparaît très tardivement. C'est-à-dire que la personne manque d'oxygène, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Elle n'en a pas conscience. Elle est fatiguée, elle a une très grande fatigue, mais c'est le seul signe, et l'essoufflement n'est pas présent. Et donc ça
Ça brouillait les pistes pour la plupart des médecins qui ont l'habitude à ce que quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire, il soit essoufflé. Donc là, Raoult, il l'avait prévenu déjà au mois de septembre 2020. Je pense qu'il avait dit il faut que les gens achètent des petits appareils pour mesurer l'oxygène. Finalement, les médecins ont reçu cette information-là une seule fois en avril 2021 de la part du ministère de la Santé, mais qui n'en a pas fait de publicité, qui n'a pas fait de communication importante sur cette question de l'oxymétrie, qui était pourtant essentielle en fait. Ça aurait pu sauver des vies. Et on voit à quel point, effectivement, cette désorganisation imposée par le haut, évidemment, a servi quelques intérêts, Big Pharma, et aussi d'une idéologie. Une idéologie très techniciste. Oui, puis une idéologie mortifère, quoi. Ouais. Quand on sait qu'on va laisser des gens seuls, sans soins, on sait qu'on va les favoriser leur mort. Quand on autorise par décret le Rivotril dans les EHPAD, au lieu de donner les moyens pour qu'il y ait de l'oxygène, des antibiotiques et des corticoïdes, on accélère la mort des gens, donc c'est criminel. Voilà. Alors dans ton ouvrage, j'ai une citation moi, qui m'a interpellé, parce que je voulais terminer cet entretien aussi sur cette réflexion-là. Alors, il écrit « L'idéologie transhumaniste qui chosifie les personnes au XXIe siècle et tente d'abolir toute pensée médicale au profit de l'idolâtrie de l'intelligence artificielle n'est-elle pas en ce moment cette nouvelle religion qui annihile toute pensée médicale humaniste ?» Est-ce que c'est le risque qui va balayer cette pensée médicale humaniste, cette nouvelle religion qu'on a vue en application pendant le Covid, d'une pensée médicale imposée et qui fait la part belle à la technologie, à la technoscience, et on le voit aussi maintenant avec la multiplication de la médecine avec l'IA. C'est-à-dire que là, dans cette phrase qui est un petit peu compliquée, il y a plusieurs idées. Moi, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que d'abord, la médecine, c'est pas une science, c'est une pratique. Et que toute manipulation d'ingénierie sociale ou de médias ou des cabinets de conseil ou des fact-checkers, etc., qui visent à dire qu'il faut suivre les injonctions gouvernementales parce que c'est ça la science, déjà ça n'a pas de sens puisque la médecine n'est pas une science, c'est une pratique qui doit être libre. Et ce qu'on attaque là, c'est la liberté d'exercer la médecine. Au-delà du transhumanisme, parce que si on rentre dans les questions technologiques, toute technologie peut avoir des avantages et des inconvénients. L'électricité, ça sert à faire de la lumière et à électrocuter quelqu'un. Donc, l'énergie nucléaire, pareil. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée vraiment avec bénéfice, par exemple, pour faire une synthèse de tout un tas de connaissances qu'on ne pourrait pas synthétiser en un temps court pour pouvoir prendre une décision, choisir un traitement ou affiner un diagnostic, par exemple. Okay. Et c'est bien comme aide. C'est vraiment utile. Il ne faut pas qu'elle remplace le médecin. Mais elle ne remplacera pas le médecin, puisque la médecine est une pratique humaniste. En tout cas, certains veulent essayer de... bien sûr. Non, mais c'est toujours quelque chose de dégradé. C'est toujours le problème. On peut pas faire danser. Il y a une différence entre un danseur étoile et quelqu'un qui apprend dans la rue à danser, quoi, ou dans un club de danse. C'est pas pareil, quoi. Donc après, je veux dire, c'est la question de l'exigence des gens et puis de ce qu'ils comprennent. Si les gens arrivent à comprendre qu'il faut réfléchir avant d'exercer la médecine, avant d'exercer un acte médical, qu'il faut du temps, qu'il faut une relation, s'ils comprennent ça, ils vont rejeter cette médecine automatisée, cette médecine basée sur la robotique uniquement, sur l'intelligence artificielle, parce qu'ils savent bien qu'ils ont besoin d'une affection du médecin aussi. Est-ce qu'avec les jeunes générations de médecins, tu constates qu'il y a un retour à ce lien, ou au contraire, une surreprésentation de la technique et de l'outil informatique ?
Les médecins, sont des êtres de chair et d'âme, donc après ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que de toute façon, ils sont élevés dans une ambiance où on ne parle pas de pensée médicale, où tout n'est qu'examen complémentaire, performance technologique, appareil de scanner, enfin bref. À mon avis, ce qui compte, c'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de se dire qu'avant tout acte médical, il faut penser. S'il y a cette pensée médicale, telle que je la décris, mais après, chacun, en fonction de son expérience, il va la décliner autrement. Même si elle est universelle, chacun, il en a une expérience particulière et intéressante en fonction des occasions. Mais si les gens ont si les étudiants en particulier ont cette attention à attirer sur le fait que c'est ça qu'il faut rechercher avant d'agir, il y a de l'espoir. Mais si personne n'en parle, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est ça. C'est de dire que dans la médecine, il y a une pensée. Où est-ce qu'elle est, cette pensée ? Donc on peut la voir, comment on peut la rendre visible, donc à travers des expériences précises, de l'expérience clinique que je relate dans le livre, et qu'est-ce qui l'entrave ? Donc j'ai fait plusieurs chapitres pour montrer qu'est-ce qui entrave la pensée médicale. Puisque si on entrave la pensée médicale, on entrave une action de valeur, une action médicale qui a une certaine valeur. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut se concentrer, sur la pensée. Après, la question technologique, s'il y a des technologies qui peuvent aider des diagnostics, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de pensée au départ, Encore faut-il qu'il y ait cette pensée. Oui, c'est la pensée c'est le socle. Tu fais une tarte aux abricots, le socle, c'est la pâte. Si tu mets les abricots qui n'ont pas la pâte, il n'y a pas de tarte. C'est vrai. C'est intéressant, effectivement. Ça remet un petit peu les choses. C'est quelque chose qui porte. Si tu veux qu'il porte. On peut le nourrir comme on veut à l'intérieur. C'est pour ça que l'image de la tarte. Mais il faut effectivement la base, quoi. Mais il faut quelque chose qui soutienne, si tu veux. Et le soutien, c'est la pensée. Et pour vraiment déployer une pensée médicale valable, il faut savoir qu'on le fait. Parce qu'on peut très bien pas faire attention. Bien sûr, on a des idées comme ça, mais on va la préserver, cette pensée médicale, si on sait qu'on en a besoin et qu'on arrive à la reconnaître, qu'on l'identifie, qu'on la met en visibilité, cette pensée médicale. Mais si tout ça, on est pressé, on est comme tous les médecins de soins qui sont à faire de l'abattage tous les 10 minutes, qui sont d'ailleurs très malheureux parce qu'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font, et souvent ils ont une espèce de sensation de travail mal fait, et ça je l'ai vu en tant que médecin du travail, c'est très destructeur, la perte de sens, l'impression de faire du travail gâché, quoi. Et puis surtout quand tu sais qu'il y a un enjeu qui est important. Donc c'est comme si tu demandais les pompiers, quoi. Tu leur donnes, admettons, tu leur dis d'aller éteindre un feu, tu leur donnes pas d'eau, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, c'est dur. Espérons que ça fasse réfléchir et le corps médical et aussi les patients, qui pourront, j'espère, à travers ton ouvrage, comprendre... C'est un manifeste, cet ouvrage. Ouais. C'est-à-dire, c'est à la fois un de nos amis là, avec qui j'ai eu un échange, un philosophe de la médecine, j'aurai un deuxième échange avec lui le 12 juin à l'Agora, porte d'Orléans, à 19h30. Il me disait, c'est une autobiographie intellectuelle. Mais en même temps, c'est un engagement. C'est-à-dire que en réalité, oui, c'est une autobiographie intellectuelle parce que j'ai choisi des morceaux de choses que j'ai vécues, mais c'est pour mettre en visibilité ce que c'est que la pensée médicale. C'est à travers la pratique que j'ai découvert ce phénomène, mais qui tout le monde a dans sa tête. Enfin, tous les médecins l'ont dans leur tête. Simplement, ils n'y pensent pas, ils ne l'identifient pas forcément. Donc déjà, mettre des mots sur ce que c'est, et puis se rendre compte que si on ne préserve pas ça, on va faire une mauvaise médecine. On ne va pas faire de la médecine du tout, quoi. On ne fait pas de prévention et on ne fait pas une bonne médecine de soins.
Merci beaucoup Isabelle. Merci. Docteur Isabelle Lagny, je rappelle ton ouvrage « La pensée médicale en action pour une pratique de la médecine humaniste universelle » aux éditions Résurgence. Marco Pieter. Marco Pieter, c'est passionnant. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, pour qu'on puisse continuer de vous proposer des contenus en accès libre comme cet entretien, voilà, le dernier Nexus numéro 158, disponible en kiosque et sur nexus.fr et toujours sans publicité. Merci beaucoup Isabelle pour cet entretien. Merci Marc de m'avoir accueilli si gentiment en plus. Avec plaisir et j'espère à très bientôt.